Bonsoir mon pays, merci de m'accueillir chez vous sur Facebook pour vous informer. Voici les titres de la rédaction. Le citoyen, acteur de l'information, c'est le concept de l'émission L'Instant Détox de Julien Pincre. Il est rédacteur en chef en charge des nouveaux formats à France Télévisions et notre invité ce soir car il est également au pays pour une conférence sur la transition mobile. Le social, le référendum, l'économie, tous les domaines sont abordés dans cette enquête. Génération NC a été lancée aujourd'hui par la province Sud. Quel en est l'enjeu? Réponse dans ce journal. Notre feuilleton est consacré cette semaine à l'agroalimentaire. Notre premier volet nous emmène à Canala avec l'association Wakeshar. Nous verrons comment le manioc est conditionné de la réception au conditionnement, étape en fin de journal. Mais avant de développer ces titres, pas d'école aujourd'hui pour quelques enfants des vallées de Yingen. En cause une manifestation des transporteurs devant la mairie depuis ce matin. Ils souhaitent que les routes soient réparées. Selon Ernest Dahit, transporteur, cette revendication date de nombreuses années. Si les transporteurs ont décidé de camper toute la nuit devant la municipalité, une rencontre avec le maire aura bien lieu demain à 14 h. Et en solidarité avec le mouvement, Ernest Dahit annonce qu'aucun ramassage ne sera assuré demain pour les écoles de la commune. Mobile pour l'éducation aux sciences et la mobilisation autour des enjeux du développement durable. C'est le thème de la conférence que donnent plusieurs responsables de médias aujourd'hui, mais aussi d'organismes de recherche autour du numérique, notamment Julien Pincre, concepteur de l'émission L'Instant Détox sur France Info TV. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'Instant Détox, c'est une émission que vous avez créée en donnant la parole aux citoyens. Avant de poursuivre avec vous et nos chers téléspectateurs, je vous propose de voir un extrait de cette émission. C'est super froid. Et du coup, vous y croyez pas, vous, au réchauffement climatique? Bah, honnêtement, non. Est-ce que vous pensez que le réchauffement climatique, ça existe vraiment ou pas, concrètement? Moi, je pense que c'est un business. Vous pensez qu'en fait, ceux qui disent qu'il y a un réchauffement climatique derrière, c'est des lobbies qui veulent nous vendre des trucs? Carrément. Ce qui est inquiétant avec ce discours un peu ambiant, climato-sceptique, et qui est en partie dû à la campagne qu'a fait Donald Trump aux États-Unis. Je rappelle qu'il a quand même dit que le réchauffement climatique, c'était une blague inventée par les Chinois pour détruire l'économie américaine. Ce climato-sceptisme ambiant aux États-Unis, est-ce que ça commence à avoir un effet en France? On a toujours eu du mal à croire puisqu'il fait froid. Soi-disant, on devrait avoir plus chaud. Oh, il doit y avoir un peu de vrai quand même. Parce que quand on voit la fonte des glaciers dans l'océan Arctique, c'est quand même inquiétant. Maintenant, est-ce que c'est pas aussi exagéré? Je ne sais pas. Petit rappel, en France, on a pris 1 degré de température depuis la fin du 19e siècle. À 2 degrés, les climatologues annoncent des conséquences sérieuses pour notre vie quotidienne. On voit bien que les saisons se dérèglent et qu'il fait moins froid, moins communément. Ah, et moins chaud, moins communément. Ouais. Et ben c'est vrai, en 2016, ça a été l'année la plus chaude depuis la fin du 19e siècle. Alors, la rédaction a choisi ce thème-là parce que cela nous concerne également en Nouvelle-Calédonie. Alors, quelle est votre stratégie en interpellant le citoyen ? En fait, ça fait longtemps que je fais ce qu'on appelle du fact-checking, c'est-à-dire que je vérifie les informations qui circulent notamment sur les réseaux sociaux et que je regarde ce qui est vrai ou faux. Le problème ensuite, c'est que quand on dit voilà, ça c'est faux, il faut faire attention, c'est une fake news. Le problème, c'est qu'on distribue cette information sur notre chaîne de télévision, sur nos réseaux sociaux, donc on touche notre public. Or, c'est pas notre public en général qui croit le plus aux fake news. Moi, je me suis aperçu que si on voulait vraiment parler avec les gens qui croient à ces fake news, eh ben, il fallait aller dans la rue. Donc c'est ce que je fais chaque semaine dans l'Instant Détox. Vous l'avez vu dans cet extrait. Je vais parler avec les gens de fake news et donc je vais parler avec des gens qui a priori ont aucune confiance dans les médias, des gens qui ne me feraient pas confiance. Une manière de regagner la confiance normal, de nos téléspectateurs. C'est exactement ça, parce que vous avez pu vous en apercevoir vous-même. Oui. Les médias sont un peu décrédibilisés, on n'y croit plus trop. Et donc, je vais dans la rue, je vais parler avec les gens et j'essaye de faire passer mon message. Alors, le téléphone ou l'iPhone semble être la caméra ou la télévision du présent pour réaliser un bon journal. La télévision du salon est dépassée aujourd'hui ?
Je pense pas que la télévision soit dépassée du tout. Il y a encore un public qui regarde beaucoup la télévision, mais c'est principalement maintenant les plus de 50, 60 ans. Parce que si on regarde la jeune génération maintenant, vous avez sûrement des adolescents autour de vous, ils sont scotchés à leur téléphone portable, et ce qu'ils regardent, c'est Instagram, c'est Facebook, c'est des choses qui passent sur YouTube, et de moins en moins la télévision. Donc voilà, je pense que si on veut toucher ce public, et c'est important de toucher les jeunes, il faut aller les chercher là où ils sont, et notamment sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors nous aussi, Calédoniens, nous avons une stratégie, les yeux du pays. D'ailleurs, on s'est inspiré du concept que vous avez créé, les observateurs sur France 24. Est-ce que vous avez un conseil à nous partager ? Non, je connais votre émission, votre concept, et je trouve que c'est un très beau projet, parce que je pense qu'effectivement, sur cette question du référendum, donner la parole aux gens et pas uniquement aux politiques, c'est le rôle des médias. Donc déjà, bravo à vous pour cette initiative que je trouve fantastique. Après, vous allez voir que pour arriver à motiver les gens à participer, il va falloir travailler ça, parce que c'est pas naturel. Vous verrez que les gens naturellement n'envoient pas des vidéos comme ça pour faire plaisir. Il faut arriver à faire passer le message. Pourquoi c'est important de participer? Il y a un enjeu de démocratie dans votre cas, et puis il faudra trouver d'autres moyens de motiver les gens pour que la pompe à contenu commence à arriver et que vous ayez tous ces contenus, j'imagine, passionnants que vous aurez avant le référendum. Voilà. Alors, je vous propose de regarder cette fois-ci, Monsieur Pain, un reportage. Lorsque les gens interagissent avec leurs proches, c'est plus significatif, c'est épanouissant, c'est bon pour votre bien-être. C'est ce qu'avait annoncé en janvier dernier Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, le fameux algorithme Newsfeed, donc a été lancé dans la foulée. Il a pour rôle de déterminer ce que vous voyez ou non dans le flot permanent de publications. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Élément de réponse avec Prosper Poigou. La question que soulève ce changement pourrait être un sujet de dissertation en philosophie. Un algorithme peut-il faire le bonheur? En résumé, Facebook va faire en sorte que vos murs soient remplis par les publications personnelles de vos contacts et non plus par les publications de toutes les pages auxquelles vous aviez décidé de vous abonner. Facebook analyse des signaux pour chaque contenu disponible. Quand a été posté le contenu qu'il a publié? Le réseau social est particulièrement attentif au retour des utilisateurs. Like, commentaires, signalements, contenu masqué. En fonction des contenus et des signaux associés, Facebook fait des prédictions pour chaque utilisateur. Quelle est la probabilité que tel utilisateur aime, partage ou commente tel contenu? Il attribue une note à chaque post, puis les classe dans l'ordre décroissant des notes attribuées dans le fil d'actualité. Mais ce procédé a des limites. Des pages Facebook de médias internationaux ont vu leur fréquentation diminuer de 75% dans les semaines qui ont suivi le lancement de l'algorithme. Certains qui ont consacré leur stratégie uniquement sur le réseau social ont dû fermer leurs portes. De manière mécanique, en réduisant les publications d'articles construits et raisonnés pour favoriser au maximum les partages d'émotions individuelles, les contenus fake news ne peuvent qu'exploser. Il met également en avant la tendance des utilisateurs à consommer les contenus avec lesquels ils ont des affinités, favorisant la création de bulles d'opinion. L'enjeu est en réalité financier pour Facebook, dont 95% des revenus proviennent de la publicité. S'ils deviennent moins visibles comme l'annonce Facebook, les médias et les marques devront recourir davantage à la sponsorisation pour combler le manque à gagner. Pour Facebook, les données personnelles des 2 milliards d'utilisateurs constituent une véritable mine d'or. Le réseau social ne fait pas payer ses utilisateurs, mais il engrange des milliards de dollars de revenus. Rien qu'en 2017, il a ainsi réalisé presque 1500 milliards de francs CFP de profit, un chiffre en hausse de 56% sur un an. Au final, l'algorithme fait bien le bonheur, mais uniquement de son créateur. Voilà, donc c'est bien une annonce de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Une réaction, Monsieur Pain, par rapport à ce reportage? Je trouve que c'est un sujet qui est bien senti, parce que moi j'ai vu des gens de Facebook donc en Europe qui m'ont présenté leur nouveau projet, et ce projet c'est de nous rendre heureux. Et moi quand j'ai une entreprise comme de la taille de Facebook qui dit je veux vous rendre heureux, moi au contraire ça me fait peur, parce qu'évidemment une entreprise ça veut pas rendre les gens heureux, ça veut faire de l'argent, et on voit bien, c'est très bien présenté dans ce sujet. Il y a le problème, c'est que les informations sont de moins en moins accessibles sur Facebook, celles des médias. En revanche, qu'on trouve de plus en plus, c'est des petites infos qui sont données par vos proches, par votre grand-mère, par votre sœur, etc. Les médias ont disparu, et ça, d'après Facebook, ça va nous rendre heureux. Donc avoir moins d'infos, avoir moins de médias, ça rend heureux. Et ben moi, c'est un bonheur que je questionne. Et justement, une dernière question, est-ce que vous avez des techniques pour combattre les fake news?
Déjà, il faudrait que Facebook s'y mette à combattre efficacement les fake news. Ils ont 2-3 programmes pour essayer de combattre les fake news en vous indiquant quand une information est fausse. Mais je veux dire, quand on regarde globalement des entreprises qui font plusieurs milliards de dollars par mois, l'argent qu'ils mettent dans le combat contre les fake news est ridicule. Et c'est uniquement un moyen de communiquer, de dire « Ah, j'ai fait mon travail, ne vous inquiétez pas, moi aussi je veux lutter contre les fake news ». Mais ne soyons pas dupes, Facebook veut faire de l'argent et c'est à nous de le pousser à faire quelque chose qui est juste, qui est bien et qui est légal. Voilà. Merci Julien Pain d'avoir répondu à nos questions. Jeunesse toujours, une enquête par les jeunes, pour les jeunes, c'est le slogan que s'est donné la Province Sud pour qualifier l'enquête qu'elle lance aujourd'hui. Une enquête qui contiendra près de 60 questions à adresser aux jeunes. Le questionnaire a été élaboré par 15 jeunes qualifiés d'ambassadeurs de la jeunesse pour la Province Sud. Donc la Province Sud compte interroger au moins 5000 à 8000 jeunes. Pourquoi faire cette enquête et qu'en pensent les jeunes ambassadeurs? Réponse de Joanne Païdi, chargée de mission à la Province Sud pour la jeunesse, et Simane Wenefem, jeune ambassadeur du projet au micro de l'INSEE Ouamour. Cette enquête vise à dresser le portrait de la génération de nos jeunes, de cette jeunesse de Nouvelle-Calédonie, 16-35 ans, de façon à pouvoir avoir une connaissance plus fine de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils aimeraient, de ce qu'ils attendent, de ce qui les préoccupe aussi, pour qu'ensemble on puisse, ensemble avec les collectivités, avec les partenaires associatifs, qu'on puisse construire des projets plus adaptés, plus cohérents pour des politiques jeunesse qui leur correspondent. J'espère que ça va changer les choses parce que c'est un chemin innovant pour moi. C'est fort de dire ça, mais comme à la conférence, cela a été dit par M. Dominique Mollet, ils ont l'habitude de vieilles personnes pensent pour la jeunesse. Au lieu que ce soit la jeunesse qui pense pour la jeunesse, avec les réalités du terrain et ce qui va avec, il y a un grand penseur qui a dit un jour, ce qui est fait pour nous sans nous est fait contre nous. Et du coup c'est la démarche adéquate, quoi. Alors, comment a procédé la Province Sud pour élaborer cette enquête? Élément de réponse avec Anissa Toussi. Partant du constat que la population calédonienne est de plus en plus jeune, la Province Sud décide en 2016 de s'intéresser à cette jeunesse, ses préoccupations, ses attentes et ses projets. Une démarche atypique voit alors le jour, celle de mettre le jeune au cœur du projet Prends la parole. Le but est qu'il s'investisse en participant aux réflexions en cours sur la jeunesse et en recherchant des solutions aux problématiques de société. En 2017, les premiers travaux sont entrepris sous l'égide de 10 jeunes ambassadeurs de Prends la parole dans le cadre du service civique. Ils mènent alors 872 entretiens avec des jeunes de toute la Province Sud de l'île des Pins à Poya pour consolider le fondement de cette enquête. Les résultats de ces entretiens, combinés à des enquêtes du même type menées par des sociologues, ont abouti à la construction de l'enquête jeunesse. Écrite avec, par et pour les jeunes, ce questionnaire comprend 170 questions réparties en 16 thématiques. L'enquête se poursuit cette année avec 16 nouveaux ambassadeurs comme Simane qui feront eux aussi le tour de la Province Sud, munis cette fois-ci de tablettes connectées à la 4G pour donner la possibilité à tous les jeunes de répondre à l'enquête. Autre enquête qui vient d'être confirmée aujourd'hui à la demande du gouvernement, l'Institution nationale démographique mènera une enquête sur les violences intrafamiliales au pays et justement demain on soutient à la jeune femme de Canala victime de viol et contre les violences faites aux femmes en général. Une manifestation aura lieu demain à Koumak, départ 14h jusqu'au rond-point d'Assinari pour se rendre à la mairie pour une prise de parole. La population de Kourine et Patho, tribu de Marais, continue de ramasser les boulettes d'hydrocarbures, les mousses ou encore des barriques. Le K Trader n'a pas fini de faire parler de lui. Depuis juillet 2017, des débris affluent au bord des plages au pays. Le passage du cyclone Ola n'a pas arrangé les choses. La société chinoise engagée pour extraire l'épave doit donc revoir son plan de renflouement. Comment les précisions d'Océane Zobler?
Le sort du Kea Trader est à présent entre les mains de la Shanghai Salvage Company, engagée pour extraire le bateau. À la fin du mois dernier, le premier remorqueur de cette compagnie chinoise était arrivé sur les rives de la capitale après 7500 km. Le second remorqueur vient d'arriver. Il sera suivi d'un navire-hôtel pour les 200 employés chinois. Après le cyclone Ola, la grue qui était utilisée pour extraire les conteneurs n'a pas résisté. La seule option est donc de renflouer les 2 blocs du bateau le plus vite possible avant d'être forcé de le découper. Cette dernière option entraînerait des impacts environnementaux plus conséquents. Comme l'un des 2 blocs du bateau n'est plus stable, le challenge est de taille. Les 2 remorqueurs chinois vont devoir se mettre parallèles pour faire remonter chaque morceau de l'épave. Pour l'heure, il reste 41 conteneurs qui risquent de tomber à l'eau. Sur les 25 qui ont déjà coulé, le secrétaire général assure qu'aucun ne comportait de matière dangereuse. La durée de cette opération est encore indéterminée. Notre feuilleton de la semaine est consacré à l'agroalimentaire. Et pour notre premier volet, nous nous rendons au cœur de l'unité de conditionnement de l'association Waukesha à Canala. Alors, comment les maniocs sont conditionnés? Regardez ce reportage de Vanessa Kédé, notre correspondante dans le centre. C'est ici que se trouve le siège social de l'association Waukesha. Derrière cette boutique, c'est l'atelier de surgélation. On se préparer et s'équiper avant de travailler. Elles vont mettre leur tenue de travail. Ici, nous sommes dans la salle. C'est là que les filles réceptionnent les produits bruts. Elles contrôlent quand même que le produit soit frais. Il y a un travail qui est fait auprès des producteurs pour que le produit soit récolté le jour même. Ça, et puis il y a un calibrage aussi à respecter. Place ensuite à la pesée et au lavage. Premier atelier, l'épluchage. Aujourd'hui, les filles doivent transformer 200 kg de manioc pour remplir des poches de 5 kg. L'épluchage est terminé. Que si le produit est bien surgelé à moins de 18, il va conserver il est censé conserver toutes ses saveurs en étant bien surgelé, la texture et les saveurs. Poche de maïs par 10 dans une poche. Et aussi des cubes de citrouille, de mangue, de papaye verte et même des rondelles de courgettes. Le mois dernier, les filles ont produit 2 tonnes de produits divers. Voilà, et demain, pour la suite de notre feuilleton, nous parlerons de la conservation du poisson à la pêcherie Pescanard. C'est la fin de cette édition. À suivre notre émission Bienvenue dans la bande. On parle sida. Alors, quelle est la situation du VIH au pays? On en parle avec Karine Brier, présidente de l'association Solidarité NCI, et notre animatrice, Aurélie Niaoutine et sa chroniqueuse Stéphanie Marlier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée.